Bonjour à vous tous. Bienvenue cette septième édition des universités full digital et sur un sujet hautement stratégique, le tiers de confiance et opérateur de services du bâtiment, de nouveaux métiers stratégiques pour le développement du smart, avec Olivier Ortega, président fondateur de Lexcity, Eric Lelgen, président fondateur de MBix, Jean-Michel Bateau, responsable digital de FH Énergie, et Corentin Brabant, à la fois Maïmo et Sergic. Comme nous l'avons vu lors des échanges précédents, le numérique est au cœur de toutes les transitions. Dans ce contexte, le déploiement d'une infrastructure numérique est véritable épine dorsale supportant l'ensemble des services au bâtiment, à la ville et répondant aux critères R2S de la SBA semble non seulement incontournable, mais s'avère comme une priorité absolue. Nous parlons aujourd'hui de jumeaux numériques, du bâtiment, de la ville, vers lequel convergent toutes les données statiques et dynamiques du bâtiment et du quartier. Si ceci nous paraît de plus en plus évident, notamment pour répondre aux enjeux de pilotage énergétique à l'échelle de territoire, pour absorber notamment les pics de consommation liés à l'essor de la mobilité électrique et réduire de manière conséquente l'empreinte environnementale des bâtiments et des villes, il se pose de nombreuses questions autour de la gestion de la donnée, de la cybersécurité, de la résilience des systèmes et de l'accompagnement des usagers. Soit en un mot, des questions de confiance autour de ces nouvelles technologies qui peuvent freiner un certain nombre d'acteurs, que ce soit des foncières, des bailleurs sociaux ou des collectivités. Ces questions ont notamment émergé à l'occasion de récentes expérimentations et mis en évidence la nécessité de nouveaux métiers pour porter ces nouvelles infrastructures et fonctionnalités. Alors vous, experts ici présents, peut-on parler aujourd'hui de tiers de confiance et d'opérateurs de services du bâtiment? Et si oui, comment distinguez-vous les responsabilités de chacun et comment, à quelque part, vous vous positionnez par rapport à cela ou comment vous l'accompagnez? Alors, je vais commencer par peut-être par quelqu'un qui se positionne aujourd'hui, qui l'a expérimenté, c'est Eric Lelgen, MBix. Je crois que vous êtes un des premiers à avoir signé un contrat grâce au support de Olivier Ortega ici présent avec la collectivité de Lyon sur un contrat d'opérateur de service. Mais dites-nous en plus. Merci, merci Emmanuel de cette introduction. Merci à tous. Merci de nous donner l'opportunité de participer à cette table ronde qui, pour moi, dépasse le cadre du numérique. Alors oui, effectivement, avec Olivier, avec Manaslu, bureau d'études et en groupement, donc nous avons répondu à un appel d'offres d'opérateurs de services urbains lancé par deux promoteurs, Bouygues Immobilier et Link et qui eux-mêmes répondaient à une demande express de l'ASPL de Lyon Conférence. L'idée est simple. Quand je dis que l'idée dépasse le cadre du numérique, l'idée est simple. L'idée, c'est que sur les quartiers neufs, mais on pourrait aussi dire sur la réhabilitation, la promesse en termes de développement durable n'est pas toujours tenue, mais parfois même pas. Donc, on a une promesse, une ambition souvent assez forte en début d'opération. Et puis finalement, dans la durée, on a des dérives avec des conséquences pour les utilisateurs qui espèrent arriver dans un quartier plus vert que vert et qui se trouvent finalement avec une performance environnementale réduite, avec des fois aussi un impact économique, une facture énergétique qui va dériver. Un impact ensuite pour le promoteur, le groupement de promoteurs en termes d'image de marque. Et enfin, un impact pour la puissance publique au sens large, c'est-à-dire pour l'aménageur, très souvent, pour la ville ou pour la métropole, pour le politique aussi, puisque l'opération peut être grandement décriée. Donc, en face de tout ça, on s'est dit qu'il fallait effectivement déjà être présent dans la durée, c'est-à-dire sortir du modèle de la promotion classique, je vous donne les clés et je m'en vais le plus loin possible et le plus vite possible. Donc sortir de ce modèle-là, avoir un acteur qui s'engageait véritablement sur une performance énergétique,
tu l'as dit, Emmanuel, une performance énergétique, ça devient de plus en plus complexe. La RT 2012 est à des années-lumière maintenant. On ne s'engage plus uniquement sur une performance énergétique, on s'engage sur un niveau d'énergie renouvelable et on s'engage aussi sur des pointes de consommation, des pointes de production, parce que ça devient un enjeu clé si on veut faire pénétrer les énergies renouvelables. Donc, en face de tous ces engagements, la nécessité d'avoir un opérateur qui s'engage sur la durée. Donc, nous, on aime bien, mais Olivier détaillera tout à l'heure, parler de garant de la performance et considérer qu'il faut un garant de la performance. Mais j'ai envie de dire qu'à minima, il faudrait un tiers de confiance. Donc, un garant de cette performance énergétique qui va s'engager auprès du promoteur et qui va tenir cet engagement dans la durée. Donc, il va contractualiser très souvent avec un groupement de promoteurs et ensuite contractualiser avec les utilisateurs de ce futur écoquartier ou cette future opération de rénovation sur une période beaucoup plus longue. Et je reboucle enfin sur ton introduction, Emmanuel, et sur le numérique. Tout ça ne peut se faire que si le numérique est là et présent. Alors on entend aujourd'hui des personnes se voulant défenseurs du climat, je pense à Jean-Marc Jancovici ou à des acteurs comme cela, tirer à boulet rouge sur le numérique. Ça fait vraiment partie des choses que je n'arrive pas bien à comprendre. Le numérique aujourd'hui, c'est le moyen de mesurer, c'est le moyen de piloter, c'est le moyen de corriger des dérives. Donc le numérique est au cœur de toutes les opérations, de toutes les stratégies. Et sur Lyon, on se donne justement les moyens de mesurer des performances en énergie renouvelable, des performances en pointe de consommation, des performances de cogénération, des performances de photovoltaïque, pour s'assurer que les différents maillons de la chaîne sont là et répondent bien à l'ambition. Donc le numérique, pour nous, c'est un véritable outil d'engagement dans la durée. Et puis peut-être en guise de fil rouge vers Olivier, finalement, ce qu'on est en train de faire, ça ressemble, au moins pour la partie énergie, à un contrat de performance énergétique à la maille du quartier. Et ça se doit demain de dépasser, c'est un peu aussi la démarche qu'on a côté SBA, ça se veut demain aussi dépasser le pour aller toucher à des métiers d'agriculture urbaine, à des métiers de mobilité, à des métiers connexes ou pas d'ailleurs de l'énergie, mais avec toujours cette logique de vouloir promettre, et promettre c'est bien, avoir une ambition de développement durable c'est bien, mais surtout vouloir la tenir dans la durée. Et l'expérience lyonnaise, carré sur Lyon-Solis, réalisé pour la SPL Lyon-Confluence, montre aussi qu'à partir du moment où on doit s'engager dans la durée, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on dit. Quand on se dit quelque part, je vais être tenu pour responsable de mes engagements, la méthode, je dirais, de la promotion assez classique, qui est la main sur le cœur, d'accepter tout ce que dit l'aménageur, d'un coup elle tombe et on arrive à une réflexion beaucoup plus adulte et beaucoup plus intelligente. Donc dans le développement du projet, on est aussi en train de changer l'affaire et la façon de fabriquer la ville. Voilà, une longue introduction, une longue réponse. Non, mais c'est très. Ça va dans la continuité de ce qui a été dit ce matin, donc merci. Olivier, je te laisse rebondir, puisque effectivement, Eric, tu as tendu la perche. Olivier? Est-ce que Olivier nous entend? Sinon, je vais. Oserais-je un raid comme la justice? Comment? Bon. Oserais-je raid comme la justice? Bon, je pense qu'il a peut-être un problème de communication. Donc, en attendant qu'il se reconnecte, je laisse la parole avant à Jean-Michel Bateau pour qu'il puisse rebondir un peu sur ce qui a été dit, puisque vous avez l'expérience de SmartSay, je crois, et vous pouvez faire le pendant avec ce qui s'est fait sur Lyon. Jean-Michel Bateau? Là, vous êtes muté. Là. Allô? On vous entend très faible. Non, on ne vous entend pas du tout. Bah, peut-être reconnectez-vous et alors je vais passer la parole à Corentin, excusez-nous, c'est les voies du direct. Donc Corentin,
Aujourd'hui, tu as monté Maïmo, parce que tu es conscient justement de ces métiers, de la nécessité de ces métiers. Ce matin, enfin même tout à l'heure, on a entendu notamment des acteurs qui nous permettent de porter cette infrastructure numérique dans les bâtiments et qui lancent une opportunité à la fois aux bailleurs sociaux ou aux syndics de copropriété d'être, entre guillemets, de porter à la fois le réseau Internet dans les logements, de porter l'abonnement et bien entendu de l'intégrer dans des charges et d'être un peu cet opérateur ou ce tiers de confiance plutôt, ce tiers de confiance. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une évolution que tu vois pour les syndics de copropriété en tous les cas? Alors, il est clair, juste pour répondre directement à ta question, il est clair que de toutes les façons, le métier de syndic doit aujourd'hui évoluer. La valeur servicielle du métier doit être totalement différente de ce que on peut connaître aujourd'hui. Le syndic de copro est quand même un des troisièmes métiers les plus détestés des Français. J'ai moi-même exercé ce métier pendant quelques années et même au début de ma jeune carrière, je fanfaronnais pas dans les dîners mondains à dire que j'étais syndic de copro parce que forcément parfois on pouvait nous taguer. Bon, je dis pas qu'on allait me rayer ma voiture ou me crever mes pneus, mais on rencontre parfois des personnes assez intéressantes. Enfin bref, moi là-bas je représente Sergic qui est un administrateur de biens, une entreprise familiale qui a décidé, qui existe depuis 60 ans, qui a décidé de s'associer avec différents partenaires pour créer Maïmo, qui est une association qui a vocation à conjuguer de l'innovation technologique et sociale pour repenser les métiers de l'immobilier, en s'associant avec Nakara, Dalkia, Vilogia, De Cailleux et le groupe Bouvier. Et donc c'est complètement dans cette volonté que Sergic aujourd'hui souhaite positionner le métier de syndic comme déjà tiers de confiance. Tiers de confiance, ça veut dire qu'aujourd'hui, déjà, il faut retrouver un petit peu la confiance humaine, mais le numérique peut aussi aider à retrouver un petit peu la confiance humaine. Et ce qui est important et ce qui est capital, c'est qu'il faut s'associer avec d'autres pour expérimenter et lancer un petit peu des sujets qui vont nous permettre de mesurer ce que peut apporter le numérique dans le bâtiment. Donc c'est ce qu'on est en train de faire notamment avec la SBA, c'est ce qu'on est en train de faire avec les partenaires de Maïmo, puisque le rôle du syndic, je pense, dans ses fonctions régaliennes sera toujours là, puisque la loi va pas diminuer, peut-être qu'il y aura des allègements, des simplifications, et tant mieux que les choses évoluent dans le bon sens, mais je pense qu'il y aura toujours besoin d'avoir ce cadre de référence, ce tiers de confiance humain et numérique, qui va être interopérable, puisqu'il faut aussi penser que un syndic peut être remplacé par un autre syndic. Donc il va falloir aussi mettre au niveau la profession, ce qui n'est pas forcément une chose aisée, hein, parce que parfois on part de très très loin. Mais en tout cas, au sein de Sergic, nous sommes convaincus que la valeur ajoutée du métier, elle va passer aussi par le numérique, ça va pas, et elle va aussi passer par l'humain. Et donc l'un va être complémentaire. Et le rôle du syndic de copropriété demain sera, au-delà d'être parfois même un BIM data manager, ce sera peut-être d'être aussi animateur de communauté, dans la communauté humaine, dans la communauté numérique. Et c'est le sens de l'histoire. Maintenant, il y a quelques marches à gravir et il faut expérimenter pour y aller. Je suis désolé, c'est un peu long, mais on pourrait parler des heures du métier de syndic, donc ne me lancez pas là-dessus. Bon, ben merci. Est-ce que nos autres amis ont retrouvé la parole? Olivier, Oui, j'ai retrouvé la parole. très bien. Alors, je te laisse rebondir par rapport à ce que nous avait dit Eric, s'il te plaît. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. La question de la ville durable met en œuvre l'idée de concevoir une ville qui soit efficace et qui soit plus intelligente qu'une ville traditionnelle. En pratique, moi, je fais le constat qu'une ville intelligente, c'est une ville dans laquelle les bâtiments ont été rendus intelligents par l'incorporation dans le bâtiment de toute une série de services. Alors Eric a très bien dit que c'est des services qui peuvent être sur plusieurs sujets bien différents. L'énergie qui est un peu le minimum syndical de la ville durable, mais aussi aujourd'hui la question de la biodiversité, les questions des mobilités, de l'environnement au sens large. Ces services-là, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont par nature une durée de vie qui est en général plus courte que celle des bâtiments eux-mêmes. Et donc, la question se pose inévitablement et va se poser assez vite, de savoir comment, dans le temps, ces services qui ont été
habituellement très bien pensé, conçu et mis en œuvre au moment où la ville durable est sortie de terre, puisqu'on a de très bonnes maîtrises d'œuvre qui sont au travail. Comment ces services vont vivre dans le temps et comment ils vont s'adapter pour être sûrs de maintenir un niveau de performance satisfaisant dans la durée et dans le temps. C'est ça la question. Et donc c'est pour ça que tout le monde cherche aujourd'hui une manière d'organiser ce pilotage de la performance dans la durée. Alors, les noms ne sont pas stabilisés aujourd'hui. Eric a parlé d'un opérateur de services urbains, d'autres parlent d'éco-gestionnaire. Moi, je parle de pilote parce que c'est plus neutre et que ça couvre tous les cas de figure. Voilà, c'est quelqu'un, tiers de confiance Emmanuel, quelqu'un qui va être là aux côtés des utilisateurs du quartier pour faire vivre cette performance dans le temps. Alors, les deux sujets qui se posent en matière de cadre juridique pour moi sont des sujets d'abord de fonction. À quoi sert le tiers de confiance, sachant qu'il ne sert pas toujours et dans tous les projets à la même chose. Il me semble que ce qui caractérise aujourd'hui les projets durables en France, c'est qu'ils sont tous très spécifiques, très ancrés dans leur territoire, et donc il n'y a pas de réponse type à cette question de à quoi sert le pilote. Quelles sont ses fonctions et ensuite quel est le véhicule qui va permettre de fonctionner. Alors d'abord sur les fonctions, moi je fais le constat qu'un tiers de confiance peut remplir 4 grandes fonctions. La première fonction, c'est la fonction la plus simple. Je vais aller de la plus simple à la plus intégrée. La fonction la plus simple, c'est de servir d'enceinte de concertation. Aujourd'hui, on a des quartiers qui sont des quartiers mixtes, assez vastes. On est à l'échelle de la ville durable. Donc, quand on dit ça, en pratique, on parle d'une échelle à l'îlot, voire une échelle au quartier, c'est-à-dire plusieurs îlots. Donc, on a une maille géographique qui est assez large. Ça veut dire qu'on a également des usages de bâtiments assez variés, bureaux, logements, commerces, évidemment. Et donc, tous les utilisateurs de ces quartiers peuvent avoir des approches et des perceptions assez différentes de la vie de leur quartier. Suivant que vous êtes salarié dans un immeuble de bureau ou bien copropriétaire, eh bien évidemment, vous ne verrez pas forcément les choses de la même manière. Cette enceinte de concertation, elle peut permettre précisément de mettre autour de la table tous ces gens-là, alors qu'eux-mêmes sont représentés par des institutions, ça peut être une foncière, ça peut être un syndicat de copropriété, ça peut être des commerçants indépendants, enfin il y a toute une série d'organisations, les mettre autour de la table pour discuter et débattre de l'utilisation du quartier. Par exemple, vous avez un grand îlot jardin qui structure le quartier autour duquel sont construits des immeubles. Et bien entendu, suivant que vous êtes un habitant, un locataire ou un propriétaire occupant, peu importe, mais un habitant du quartier ou un utilisateur de l'immeuble de bureau, vous ne verrez pas l'utilisation du parc la nuit de la même manière. Et donc, il faut régler ensemble ce qu'on appelle les conflits d'usage qui permettent de mettre de la fluidité dans le quartier. Ça, c'est une première fonction très simple, mais indispensable du pilote du quartier. Je dis ça parce que je suis un peu polytraumatisé pour ma part par l'urbanisme de Dalle des années 70, où on avait fait à peu près la même chose que ce qu'on fait dans la ville durable, c'est-à-dire dissocier un certain nombre de volumes les uns des autres. La dalle de la tour des années 70, qui était la voie piétonne, était aussi la sous-face du parking souterrain. Et faute de s'être mis d'accord sur comment on allait gérer la vie de cette dalle dans le temps, eh bien, il ne s'est rien passé. Et donc, la dalle, elle est devenue ce qu'on voit aujourd'hui, quelque chose qui est un peu parti à volo et qui ne donne satisfaction à personne. Alors que l'idée de départ était plutôt bonne, était plutôt intelligente. Voilà, ça c'est la première fonction de l'opérateur du quartier, du pilote. Deuxième fonction, si on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'au-delà de concerter et d'organiser la discussion, le pilote, il peut être aux côtés des utilisateurs du quartier, comme une espèce de conseil, d'assistant à un maître d'ouvrage, de prestataire de service. C'est-à-dire qu'il va vérifier que les performances promises par le promoteur, qui lui-même les tenait de l'opérateur compétent dans le sujet, l'opérateur énergétique pour l'énergie par exemple, que ces performances sont bien au rendez-vous. Et pour faire ça,
il faut quelqu'un qui soit d'abord lui-même compétent sur le sujet, ce que n'est pas nécessairement le copropriétaire de base, ni son syndicat de copropriété, et parfois pas le syndic, puisqu'on est sur des sujets extrêmement techniques cette fois-ci. Et donc, il faut bien que quelqu'un soit là pour remplir cette mission. Et c'est lui, en gros, qui va dire aux utilisateurs du quartier quand une performance est au rendez-vous et quand elle ne l'est pas, et quand elle ne l'est pas, qui va essayer de voir quelles sont les causes et de proposer aux utilisateurs du quartier les mesures utiles pour rectifier ce qui ne va pas et revenir à la compétence qui était prévue. Ça, c'est le deuxième rôle de conseil. Troisième rôle, c'est d'être, cette fois-ci, on va beaucoup plus loin, le garant de la performance. Aujourd'hui, quand on regarde une ville durable, des performances, il y en a de toute nature. Imaginons qu'il y ait une dizaine de performances sur l'efficacité énergétique, sur la production d'énergie renouvelable, sur la biodiversité, sur la qualité de l'air, sur le bruit, les mobilités, les consommations d'eau. Enfin bref, on pourrait multiplier à l'envi. Il est évident que si on laisse les utilisateurs du quartier seuls face aux opérateurs qui produisent la performance, chacune des performances que j'ai indiquées est en général portée par un opérateur différent. Si on laisse les utilisateurs du quartier face à tous ces opérateurs, ils vont avoir beaucoup de mal à aller chercher les causes de la défaillance, sachant que parfois, les causes sont imbriquées les unes dans les autres. C'est peut-être parce qu'un opérateur est défaillant qu'un autre en cascade va lui-même le devenir. Si on ne fait rien pour régler ça, on met les utilisateurs du quartier face à une forme de complexité assez difficile et qui rend compliqué pour eux de faire le travail. Et donc, en gros, les opérateurs risquent de se renvoyer la balle les uns les autres et les utilisateurs du quartier d'être très démunis. Le garant sert à régler cette question. C'est-à-dire que lui, il fait l'interface et les utilisateurs du quartier vont aller le voir lui et lui taper dessus pour lui dire la performance n'est pas là. À charge au garant d'aller lui-même chercher auprès de l'opérateur qui est responsable de la performance la défaillance. C'est le projet qui a été porté à Lyon. Je vais m'interrompre avant de traiter la quatrième et dernière fonction pour redonner la parole à Eric pour qu'il nous explique comment l'opérateur de services urbains lyonnais joue ce rôle de garant. Alors, merci Olivier. Jouer ce rôle de garant, c'est déjà s'assurer que les objectifs environnementaux proposés sont atteignables et qu'on se donne les moyens de les atteindre. J'ai indiqué que dans le groupement, on avait Olivier et Lexity, et on a aussi Manaslu, qui est une spin-off du CEA, qui intervient sur le commissioning et qui va justement s'assurer que derrière, que ce qu'on a promis, on se donne les moyens de le tenir. Très simplement, une partie, il est commun de dire qu'une non-performance du bâtiment est liée à des usages, à des températures de confort qui ne sont pas respectées, à des outils électroniques qui sont mis en veille, des choses comme ça. Il existe aussi des fois simplement des dérives au niveau de l'enveloppe. Je pense que tout promoteur honnête va admettre assez facilement que dans un écoquartier, l'immeuble de logement n'a pas forcément le même niveau de soins ou la même finesse d'analyse de pont thermique, par exemple, que ce qu'on peut trouver dans un immeuble tertiaire. Il y a toujours une dichotomie entre immobilier d'entreprise et logement chez le promoteur. Donc, c'est déjà faire tout ce travail-là, c'est-à-dire s'assurer en amont qu'on se donne les moyens de tenir les performances. Parce que le plus 20% ou la dérive à plus 20% qu'on constate dans beaucoup d'écoquartiers, on se rend compte dans certains cas que quand les études de pont thermique, par exemple, sont bien faites, ces 20%, on les trouve à la base. Et même si on maintient le sacro-saint 19 degrés dans le logement, on va avoir les 20% de dérive. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est justement le recours au numérique. C'est-à-dire, une fois qu'on a bien fait les choses, qu'on s'est engagé sur des objectifs réalistes, qu'on s'est donné les moyens, parce que souvent on a une ambition importante, qu'on s'est donné les moyens de répondre à un cahier des charges et à une exigence. Une fois qu'on a fait tout ça, finalement, il y a deux aspects qui nous semblent à nous importants.
Le premier, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de dérive, qu'une installation photovoltaïque fonctionne comme attendu, qu'une cogénération fonctionne comme attendu, qu'on n'a pas des dérives, des ponts thermiques qu'on n'aurait pas vus, des choses comme ça. Donc ça, c'est un élément. Et puis, l'autre élément assez évident, c'est de s'assurer, si je parle de l'aspect énergétique, mais je pourrais parler de mobilité aussi rapidement, c'est de s'assurer que finalement, le quartier vit comme on avait imaginé qu'il allait vivre. C'est-à-dire que les usages répondent à ce qui en était attendu et que finalement, on peut avoir des surconsommations, mais si on a des surconsommations bien comprises parce qu'on a un occupant énergivore dans un immeuble d'entreprise, c'est pas plus grave que ça. Il suffit de le comprendre et de pouvoir y réagir. Donc, c'est vraiment garantir cette performance. Et j'ai envie de dire que même si la garantie de performance est ambitieuse, l'ambition ultime, elle est d'aller plus loin que la garantie de performance. Hein, pour l'exemple, et je vais cette fois-ci basculer sur la mobilité, on peut avoir imaginé un parking mutualisé avec un certain nombre de places. Peut-être que dans 10 ans, 20 ans, avec l'utilisation des vélos électriques et autres, ce nombre de places sera trop important et qu'on pourra réutiliser une partie de ce parking-là pour en faire quelque chose d'intelligent. Donc, quelque part, le numérique, c'est s'assurer qu'on tient la performance, mais finalement, tenir la performance, ce n'est pas une fin en soi. Hein, parce que si les immeubles haussmanniens tenaient la performance et tenaient le cahier des charges pour lesquels ils ont été construits il y a un siècle, on ne serait pas forcément très heureux d'y vivre. Heureusement qu'aujourd'hui, on peut avoir la fibre dans un immeuble haussmannien, sinon on serait déçu. Donc il y a un autre élément là aussi qui est dépasser la garantie de la performance, hein, même si garantir la performance est déjà très ambitieux, et je rejoins Olivier, dépasser cette garantie de la performance pour regarder vivre le quartier, mesurer la façon dont vit le quartier et l'adapter en permanence à des technologies nouvelles. Et ça, on va pouvoir le faire. Et je rejoins ce que dit Olivier parce qu'on est sur un numérique qui a un cycle beaucoup plus court, donc qui va être capable de réagir rapidement et de proposer des solutions nouvelles. Hein, donc, c'est vraiment cette présence dans la durée qui va nous permettre, de faire tout ça et de même dépasser la garantie de performance. Merci Eric. Donc on commence à y voir un peu plus clair. Est-ce que Jean-Michel a réussi à se reconnecter? Alors attends, je termine. Oui, J'avais vas-y, une Olivier. dernière fonction, la quatrième, mais ça va aller très vite. Ah oui, pardon, C'est que, excuse-moi. oui, je me suis interrompu à la troisième parce que Non, c'était c'est vrai, intéressant pardon. d'avoir du Ouais. vécu plutôt qu'une Oui, oui, approche très bien. théorique. Dernière fonction, j'en ai pour 1 minute. C'est que le pilote du quartier peut même parfois jouer le rôle de gestionnaire d'un service. C'est-à-dire que dans nos quartiers récents et durables, on a souvent des équipements qui sont imaginés et conçus au départ pour produire ce qu'on appelle pompeusement des externalités socio-économiques, c'est-à-dire du lien, de la convivialité, qui sont des équipements qui n'ont pas de vocation commerciale très claire. En français, ça veut dire qu'ils ne vont pas réussir à faire du bénéfice. Donc ce sont des équipements qui occupent de l'espace, qui ont eu un coût de construction et qui pour autant ne produisent pas de rentabilité financière à la clé. Ces équipements, si on n'organise pas dès le départ la manière dont ils vont être gérés, ont peu de chances de survivre bien longtemps. C'est-à-dire que quand on aura mis un commerçant qui, lui, est là pour gagner sa vie, pour gérer cet équipement, le cinéma du quartier par exemple, s'il n'y arrive pas, le cinéma fermera et à la place, on aura une boutique d'optique. J'ai rien contre l'optique, j'ai moi-même des lunettes. Mais en attendant, on n'aura plus l'externalité socio-économique qui avait été imaginée au départ. Et donc, le pilote peut parfois, cette fois-ci, il aura une forme associative par exemple, gérer cet équipement-là, sachant que lui, il n'a pas de recherche de lucrativité particulière. Voilà les 4 grandes fonctions que le pilote du quartier pourrait remplir. Oui, c'est très important aussi. Oui. Merci d'avoir apporté cette précision. Et on voit très bien à quoi tu fais allusion et sur des espaces partagés, sur des que sais-je. Ouais, Oui. effectivement, voilà. Et ça c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, il y a des exemples de réalisation, d'aménagement où des espaces partagés ont été financés lors de la construction, lors du projet. Effectivement, s'il n'y a pas ce fameux pilote qui va le gérer, effectivement, après, ça risque d'attirer des convoitises ou effectivement, c'est très intéressant. Merci. Jean-Michel, est-ce que vous êtes de retour? On n'entend pas. Hein? On n'entend pas. Ah, on l'entend pas, ouais. C'est dommage quand même.
Et Emmanuel, est-ce que je peux en profiter juste pour intervenir? Parce que Vas-y. merci en tout cas pour ces témoignages. Je suis désolé, je suis arrivé en cours parce que j'ai eu un problème de connexion aussi préalable. Et je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être exprimé. Et moi, je milite pour que, dans son rôle, le syndic soit de plus en plus associé en amont. Quand je m'occupais du développement pour Sergic et des relations promoteurs, c'est ce que je disais aux promoteurs, c'est qu'il faut que le syndic soit associé avant la constitution et la création, avant le dépôt du permis, parce qu'il peut aussi y avoir des recommandations sur les usages et comment vit un immeuble et comment vit un quartier, pour pouvoir intégrer aussi certaines spécificités dans le règlement de copropriété, pour que justement ce qui a été pensé dans le quartier puisse être pérenne et durable. Et je pense que le syndic a cette responsabilité de pérenniser ce qui aura été imaginé dans le quartier à travers son rôle de tiers de confiance. Et pour revenir sur les 4 items que vous avez amenés tout à l'heure, je trouve que l'enceinte de concertation, effectivement, c'est indispensable. Moi, ça me fait penser à l'Assemblée générale de demain. C'est-à-dire que l'Assemblée générale de demain, d'une copropriété ou d'un quartier, elle ne doit pas être là pour voter les résolutions légales qui prennent du temps, qui embêtent un petit peu tout le monde, qui font qu'il y a une désertion au niveau des assemblées générales. L'Assemblée générale doit être un lieu agréable où les gens peuvent parler du projet de leur immeuble, du projet de leur quartier, et ça doit être un lieu de concertation. Ensuite, être aux côtés des utilisateurs du quartier, ben, c'est un peu le rôle que le syndicat a dans sa visite technique, c'est d'être aussi à proximité, de voir ce qui se passe, comment l'immeuble vit, comment il se passe. Donc ça aussi, c'est le futur de la visite technique qu'un syndic devra avoir dans quelques temps, au-delà de tout l'aspect ultra technique de suivi du bâtiment, qui parfois pourra aussi s'automatiser avec des IoT et avec l'infrastructure numérique qu'on pourra y mettre. Et troisièmement, être garant de la performance, j'élargirais, et c'est être garant aussi de la cohérence en termes de charges et de faire en sorte qu'il n'y a pas une envolée en termes de prix. Donc ça aussi, ça doit être le rôle du syndic de garantir la performance financière et de faire en sorte que les copropriétaires puissent payer leurs charges et qu'elles soient en adéquation avec leurs usages. Puis après, gestionnaire de services, aller un petit peu plus loin, effectivement, c'est dans les fonctions d'interopérer d'autres services que le syndic pourra faire, soit des services pour se rendre des services entre voisins ou autres, mais là aussi, on explore d'autres sujets. Voilà, je voulais juste me permettre d'intervenir parce que ça me faisait penser au futur rôle du syndic de copro, qu'il faudra peut-être changer et ne plus appeler un syndic de copropriété, parce que dans les mœurs, ça fait trop peur ou ça suscite trop d'émotions quand on évoque ce mot-là. Non, mais on voit bien que les métiers sont en train de changer, ça c'est juste une évidence. Et donc, il faut avancer. En une seconde peut-être, parce que Ouais. donc, je partage effectivement cette nécessité d'être présent en phase amont. Maintenant, ne donnons pas au numérique plus de pouvoir qu'il n'en a. Une solution IoT avec un non-sachant au bout de la solution, ça restera une solution qui consomme beaucoup de bande passante sans servir à grand-chose. Hein, donc, il va falloir quelque part, que ce soit le syndic, l'opérateur de services urbains ou autre, il va falloir quelque part une véritable compétence sur tous ces métiers-là pour pouvoir utiliser au mieux la donnée et faire évoluer le quartier dans le sens de l'intérêt de tout le monde. C'est clair que les métiers évoluent et il faut acquérir des compétences. Ça, on est conscient et je pense que pour Sergic, c'est aussi un enjeu majeur. Mais je crois que notamment Sergic, vous avez recruté des pointures dans ce domaine. Et effectivement, c'est le cœur de la transformation. J'ai vu qu'il y avait. Je crois que vous avez même pris quelqu'un d'IBM pour gérer la partie IT. Donc, je voudrais parler. Est-ce que vous m'entendez? Oui, voilà. Oui, là c'est bon, on vous entend. Voilà, ouais. Allez-y. Merci. Désolé pour le partage de la connexion. Bref. D'abord, merci. Donc, effectivement, Eiffage a construit un écoquartier qui, en 2018, a mis en place une solution numérique d'agrégation de données et avec 5 services tiers qui sont interconnectés, opérés, et qui sont là pour aider les usagers, les occupants d'un écoquartier. Ce système fonctionne depuis 2018. Voilà, j'en suis l'architecte. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter dessus? C'est que d'abord, ce que dit Maître Ortega, ben oui, les 4 phases sont mises à part la dernière fonction. Enfin, mis à part, je dirais, la partie externalité socio-économique, je retrouve en fait notre projet, c'est-à-dire à savoir qu'on a effectivement été moteur de concertation dans le projet, on a été conseil, on a été garant, parce que effectivement
les services qui se sont agrégés n'ont pas forcément la capacité, enfin la performance de ces services n'est pas forcément benchmarkable ou en tout cas pas évaluable par les clients finaux. Donc c'est à nous au moment de la construction de faire que ça marche. Et après, l'aspect externalité socio-économique, c'est penser l'usage dans la durée. C'est quelque chose qui nous arrive par la force des choses. C'est-à-dire que oui, les services qui ont été imaginés et qui ont été livrés n'ont pas forcément une durée de vie pérenne. Enfin, c'est parfois, on sait déjà à l'avance que ça va pas durer. Voilà. Donc l'aspect numérique, enfin, ce que j'ai entendu, c'est surtout la durée de vie, la réversibilité des services. Et ça, c'est la R2S, Ready to Services, qui s'en préoccupe. Je veux dire, cette norme, ou en tout cas cette prescription, permet d'avoir un cadre pour décrire la réversibilité et la durée de vie des services, et l'animation également. Et dans ce projet d'écoquartier pour SmartSeil, notre façon de faire s'inscrit dans cette trame R2S. Donc voilà. Donc après, ce que je peux vous donner comme information très concrète, c'est que au moment d'écrire les contrats juridiques et d'imaginer toutes les clauses sur les responsabilités et la façon dont ça vit après, il y a un delta, il y a une période d'apprentissage et c'est très compliqué. Enfin, de mon point de vue, c'est très compliqué de prédire à l'avance les usages et les services du numérique. Parce que le tiers de confiance, c'est mon cas, hein, je me positionne comme un tiers de confiance, ne présuppose pas tout ce qu'on peut faire à l'avance. On ne peut pas imaginer, par exemple, si je vais vous donner un exemple concret, vous avez un badge d'accès. Ce badge d'accès va vous permettre d'ouvrir un ascenseur, mais il vous permet aussi d'activer le parking. Et c'est un opérateur tiers qui va avoir la connaissance du badge. Donc il a la connaissance du badge et que du badge, parce qu'en fait, la confidentialité des données fait que de toute façon, cet opérateur de parking, il n'a pas à savoir autre chose que le badge et la plaque d'immatriculation qui est associée à ce badge. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça qu'il regarde. Et il aura effectivement l'information. Si, lorsque l'enrôlement du badge se fait, et ensuite l'utilisation du badge, un espace de temps de 2 ans, par exemple, c'est cool. Vous avez 2 ans. Voilà, l'usager oublie son badge, le laisse dans un tiroir, et puis pendant 2 ans, il s'en sert pas. Et il revient voir la copropriété en disant mon badge ne marche pas. Si dans votre contrat, vous avez imaginé que les logs qui attestent de la bonne transmission de l'information vers l'opérateur du parking ont été effacés, vous ne pouvez pas prouver à l'usager que le problème vient du gestionnaire de parking. Vous vous retrouvez dans une situation où on vous dit mon badge il marche pas. Alors qu'en fait, effectivement, il y a 2 ans, quand l'enrôlement du badge s'est fait, il s'est mal fait. Il y a eu un problème et personne ne s'en est rendu compte. Et l'opérateur du parking, c'est de sa responsabilité. On peut prouver que 2 ans auparavant, quelque chose s'est mal fait. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que l'usage du numérique et dire, par exemple, je sais pas, moi, les logs, on les garde 1 an, ce type d'information, on va les effacer parce qu'on estime que la CNIL dit que c'est 3 ans, machin. Voilà. Toutes les prescriptions et les usages, pour l'instant, à mon avis, on est vraiment dans une période d'apprentissage collective. Et c'est très difficile. Enfin, moi, la seule prescription que je vois qui a du sens, c'est tant que le service fonctionne, il faut rester dans le cadre du service. C'est-à-dire la promesse qu'on fait à l'usager, il faut s'y tenir. Et il ne s'agit pas de réfléchir à la place de la bonne pratique en disant oui, mais pour que la promesse fonctionne, je peux effacer la donnée, ou pour que la promesse fonctionne, tiens, je vais faire ça discrètement. Non, il faut vraiment penser, et c'est ça le rôle du tiers de confiance, c'est penser l'usage à la place ou pour le bénéfice de l'usager. C'est très compliqué parce que voilà, tout simplement, quand on signe un contrat de prestation, on n'arrive pas, à mon point de vue, on n'arrive pas à prévoir tous les usages. On ne sait pas ce qui va se passer 3 ans. En termes d'évolution technologique, il se passe beaucoup de choses. Vous voyez, on ne peut pas, par exemple, savoir il y a 3 ans que Instagram, ce sera quelque chose qui sera très intéressant. Et que peut-être qu'à un moment donné, il faudra qu'on puisse interopérer avec Instagram. Oui, c'est ce genre de choses. Alors, dans le bâtimentaire, on sait gérer l'évolution. Voilà, je vais vite finir. C'est le rôle du syndic, c'est le rôle de l'Assemblée générale. Les copropriétaires savent gérer eux-mêmes les évolutions. Donc, il n'y a pas de souci. Je veux dire par là que je ne suis pas en train de dire attention, il y a un problème. Je suis en train de vous dire que le numérique doit rester vivant et le tiers de confiance doit être au service de la copropriété et rester vivant avec lui. Voilà. Écoute, Jean-Michel, merci beaucoup parce que c'est très intéressant.
Et je pense que ça va introduire justement la question suivante sur le cadre juridique, les modèles économiques autour de ces nouveaux métiers. Euh, et donc là, quelque part, bon, il y a des questions sous-jacentes. C'est quelle fonction peut remplir le pilote de la ville durable? Ça, c'est ce que disait Olivier. Mais également, dispose-t-on des véhicules juridiques nécessaires pour remplir ces missions? Et là, j'ajouterais par rapport à ça, peut-être la notion que vous mentionnez, c'est de ne plus être dans une approche totalement statique, mais dynamique. Et là, je n'ai pas la réponse. Mais donc, peut-être que on peut la trouver ou avoir une ébauche de réponse. Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense qu'il faut d'abord avoir en tête que le droit, par nature, est une discipline qui court après l'innovation et pas l'inverse. C'est clair. Et c'est normal. La règle de droit, je l'ai déjà dit à des universités d'été, mais c'est important sur les sujets d'innovation. La règle de droit, elle cristallise à un moment donné un consensus sur une norme. Là, on est sur des sujets émergents où la technique est en train de s'inventer. Donc la règle de droit qui n'existe pas au moment où on en a besoin, c'est normal et il ne faut pas paniquer pour ça. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a l'outil dont on a besoin, qu'on n'a pas pile l'outil dont on a besoin, qu'on n'a rien. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils qu'on utilise, alors qui sont peut-être encore imparfaits, mais les innovations techniques elles-mêmes le sont. Donc il faut qu'on se donne un peu de temps pour arriver à avoir l'outil exactement adapté. Des outils, on a des outils contractuels qui ont le gros avantage d'être extrêmement souples. C'est-à-dire qu'on décide par contrat de dire qui va faire quoi, comment on va le faire, pour répondre à la question du numérique et de l'obsolescence de certains services numériques qui, au moment où ils ont été conçus, étaient très bien, mais qui ne le sont plus 5 ans après. Et inversement, le besoin, l'appétit de services numériques, à un moment donné, alors qu'au moment où on a conçu la ville, ces services n'existaient même pas. C'est-à-dire le besoin de pouvoir s'adapter et de dire à un moment donné, il faut qu'on mette fin à certains services et qu'on en crée des nouveaux, ça c'est très important. Donc ça, avec des contrats, on y arrive très bien. Ce qui compte en fait, c'est de créer un cadre de décision. Moi, ce qui me semble très nécessaire, c'est non pas de s'imaginer qu'on va savoir à l'avance dire ce qui va être bien pour un quartier sur 20 ans, parce que ça c'est illusoire, on ne sait pas le faire. En revanche, prévoir des mécanismes de décision qui font qu'au fil de ces 20 ans, les utilisateurs du quartier vont pouvoir dire s'ils veulent mettre fin à un service. La e-conciergerie, elle était indispensable, elle ne l'est plus. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la fait évoluer? Est-ce qu'on y met fin? On fait autre chose. Jean-Michel parlait d'Instagram. Moi, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec Instagram dans un quartier, mais peut-être que c'est une excellente idée et qu'il faudrait que quelqu'un dise eh ben voilà, on m'a proposé un projet qui s'appuie sur de la ressource Instagram, qui m'apporte à moi un service. Comment est-ce qu'on le met en place? Ça, c'est un premier outil qui est un outil contractuel assez simple, assez souple à mettre en place. Et puis après, on a des outils qui sont un peu anciens, un peu datés, qui organisent la propriété en droit français. La propriété en droit français, c'est quelque chose d'assez rigide, parce que on est sur un droit dit inviolable et sacré dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, donc qui est extrêmement protégé, et on ne peut pas y porter atteinte facilement. Ce droit de propriété, il se caractérise par des syndicats de copropriété, par exemple, par des associations syndicales de propriétaires, les AFUL, les ASL, dont vous avez entendu parler, qui donnent, alors monsieur le syndic l'a dit tout à l'heure, qui donnent une idée parfois archaïque, au sens presque étymologique, préhistorique du terme, de ce droit-là. Il n'empêche que ces outils-là peuvent être utilisés aujourd'hui, alors en faisant attention et en se nourrissant des expériences parfois malheureuses des années 70, parce que quand je parlais de l'urbanisme de Dalle, c'est là aussi qu'on a fait beaucoup d'ASL et qui n'ont pas permis de décider et qui donc ont entraîné la déliquescence du quartier. Donc en s'appuyant, en se nourrissant de ces échecs, de ces expériences malheureuses, on peut essayer de réutiliser ces outils pour en faire quelque chose d'utile. Pour moi, le point clé, c'est de faire en sorte que, quand on crée ces outils, on donne les conditions pour que ces outils décident. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la répartition des droits de vote de ces outils aboutisse à ce qu'il n'y ait jamais de majorité claire ou de majorité du tout, et qu'au final, rien ne se fasse. Donc, il faut utiliser ces outils-là, qui ne sont pas mauvais, mais en les relooquant,
Ça permet de décider. Pourquoi je dis que ces outils ne sont pas mauvais, et j'en aurais terminé, c'est que ce sont des outils qui suivent non pas les utilisateurs des immeubles, mais qui suivent les immeubles eux-mêmes. C'est-à-dire que contrairement au principe habituel du contrat, un contrat ne lie que ceux qui les ont signés. Si vous signez comme propriétaire un contrat sur votre appartement et que vous vendez votre appartement, le contrat que vous avez signé, il tombe. Et donc, celui avec lequel vous l'avez signé se trouve avec un contrat qui n'a plus d'objet. Si en revanche, vous êtes dans un système d'association syndicale, par exemple, le contrat, il est attaché à l'appartement, et quand vous allez céder l'appartement, les droits vont être cédés en même temps. Et donc, il y a une permanence dans le temps de la durée de ce projet. Donc, c'est pour ça que ces outils ne sont pas mauvais. Donc, on peut croiser le volet contractuel et le volet institutionnel, les associations syndicales par exemple, pour faire vivre un quartier. Il y a aussi un modèle comme la SIC, qui est des modèles, la Société coopérative d'intérêt collectif. Je sais que c'est en cours d'expérimentation sur un quartier qui est en train de se construire sur un ancien site de la Redoute dans le Nord qui s'appelle la Maillerie, conçu par Nodi Link City. Et donc justement, ce qui est intéressant, c'est que Sergic a été associé depuis 3 ans. Le premier bâtiment arrive en livraison cette année. Dans la Oui, et la SIC, pour moi, elle rentre très bien dans la 4e fonction du pilote que j'ai mentionné, c'est-à-dire le gestionnaire qui ne recherche pas un profit forcené. Elle est faite pour ça. Ok, je ne sais pas, Corentin a disparu d'un coup. Bien, c'est joie du direct. Je crois qu'il ne reste plus que 5 minutes. Ce que je vous propose, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est très intéressant tout ce que. Et merci Olivier, merci à vous tous pour ces commentaires fort enrichissants. Ce que je voudrais peut-être qu'on conclue, c'est sur l'extension de ces métiers à un quartier. On en a parlé, mais à partir du moment où il y a l'extension de ces métiers à un quartier ou plus, la question que je pose, c'est quelles sont les interactions avec la collectivité et est-ce qu'on peut parler d'un partage de gouvernance à l'échelle territoriale? Parce qu'effectivement, ce tiers de confiance, quelque part, demain, j'ai déjà entendu parler de super syndic, super syndic à l'échelle d'un quartier. Est-ce qu'il va prendre en considération aussi les parties communes, donc la voirie? C'est une question. Et dans ces cas-là, quelle est la part qui reste à la collectivité? Donc là, il y a un vrai sujet et je ne sais pas si on ne répondra pas à cette question tout de suite, mais déjà, peut-être, j'aimerais vous entendre sur cette problématique. Peut-être un début de débat. Voilà. Peut-être un début de réponse, Emmanuel. Toute cette innovation qu'on amène à la maille du quartier, elle va nécessairement conduire à mettre en place une gouvernance, mettre en place un cadre juridique. Si on ne fait pas ça, on va droit à l'échec. Donc il y a effectivement, à un moment donné, on peut prendre l'autoconsommation collective, par exemple, dans le domaine de l'énergie. Il y a à un moment donné des fonctions qui étaient plutôt exercées à une maille territoriale, voire à la maille de l'État, qui vont être ramenées à une maille plus locale. Donc en face de ces nouvelles fonctions, qui globalement suscitent l'enthousiasme. Il faut, dès le début, penser le cadre juridique, penser la situation dans laquelle les choses ne vont pas se passer comme on l'avait idéalement pensé, et penser aussi que si on ne fait pas les choses comme ça a pu être fait à Smartside, comme ça a pu être fait sur Lyon-Solis, si on ne fait pas bien les choses, je dirais, on va avoir, et peut-être tout particulièrement en France, une tendance assez naturelle à revenir au business as usual, et on a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui attendent l'échec de toutes ces initiatives-là. Donc raison de plus pour bien les penser, raison de plus pour leur donner le cadre juridique qui va bien, qui va faire qu'une consommation collective ne va pas se terminer 2 ou 3 ans plus tard devant les tribunaux, et raison de plus aussi pour intégrer tout de suite le numérique, parce que là encore, le numérique, et si on creuse un peu le refus du numérique chez certains, le numérique, c'est le moyen de ramener des informations factuelles sur lesquelles on peut agir. Et c'est vraiment tout ça qu'on doit amener. Si on amène la réalité de la réussite de ces opérations,
Si on amène le cadre juridique pour gérer correctement toutes les situations qui ne vont pas bien fonctionner, on va se rendre compte qu'à cette maille-là, à la maille du quartier, plus ou moins grand, à la maille de l'îlot, on a beaucoup de choses à faire qui vont dans le sens de l'intérêt commun. Donc, c'est vraiment l'enjeu qu'on a aujourd'hui. Et finalement, numérique et juridique se retrouvent un peu dans la mesure où ils permettent la réussite de ces opérations. Ok, ben merci. 1 minute chacun, parce qu'on me fait signe qu'il faut que je rende l'antenne. Donc, Olivier, ouais, si tu peux continuer. Et puis après, Jean-Michel et Corentin. Merci. Non, moi j'ai suffisamment parlé. Je vous remercie de votre attention à tous et merci à la SBA d'avoir organisé cette conférence. Merci, Olivier. Corentin, Oui, moi aussi. Merci. Non, je me suis déjà aussi beaucoup exprimé. Merci à tous. Moi, je suis convaincu de toute façon qu'il faut s'associer et le faire à plusieurs. Il ne faut pas que chacun reste dans son coin. Et ces sujets de gouvernance simplifiée, ils sont prépondérants. D'associer aussi les collectivités et les élus. Et ce que je dis quand je rencontre aux élus, c'est que je dis que le métier de syndic est beaucoup plus dur parce qu'il doit se faire réélire tous les ans, alors que l'élu, lui, il se fait réélire tous les 5 ans. Donc, c'est beaucoup plus dur d'exercer le métier de syndic de copropriété. Je plaisante, mais j'aime bien leur dire de temps en temps. Ok. Jean-Michel? Il est reparti, Jean-Michel? Hein? Non, je suis là. Ah, Non. Mais donc, rien à dire? 1 minute. Oui. Moi, j'ai quelque chose à dire sur le futur. En fait, le futur et le business as usual, c'est de savoir quels sont les coûts d'exploitation. Et on peut déjà savoir qu'avec la blockchain, qui est une technologie sur laquelle on peut connaître les coûts d'exploitation. Bonjour. Zut. Allô? Mince, il y a un problème de communication. C'est dommage parce que Jean-Michel parlait de la blockchain et effectivement, je ne voulais pas en parler parce que je voulais pas lancer ce débat. Mais effectivement, la blockchain peut être un sujet pour justement avoir cette traçabilité qui est nécessaire et apporter des éléments tangibles au cadre juridique. Ce matin, notamment, David Minguin en a parlé. Mais peut-être que tu peux reprendre l'antenne 2 secondes. Là, Jean-Michel, je vois que tu bouges. Oui, je disais qu'en fait, la blockchain était une technologie dont le coût d'exploitation est programmé à l'avance. De ce fait, comme le business as usual est le principal driver de tout ce qu'on fait, peut-être avoir encore une fois un glissement sur l'opérateur et l'exploitant de la confiance. Voilà, c'est un glissement technologique. Ça ne veut pas dire que le métier ne va pas être fait. Je pense que ce sera le syndic qui le fera. En termes de technologie, on va encore avoir un effet de division par 10 du prix de l'exploitation. Ben merci. Et n'oublions pas l'usager, le particulier, entre guillemets, qui peut être aussi associé à cette entreprise. Ben merci. Je pense que on a beaucoup appris et très riche. Et la conférence qui va suivre derrière sur le jumeau numérique, sur la gouvernance justement de la donnée, va sans doute nous apporter quelques éclairements. Merci. Merci Emmanuel. À tout à l'heure. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.